La monarchie n'a jamais été aussi moderne, affirmait récemment un conseiller royal sous anonymat, avant d'ajouter, en baissant la voix, mais Dieu sait ce qu'il se passe quand les rideaux se ferment. Ah, le Royaume-Uni. Terre de thé, de flegme, et de secrets bien repassés sous les nappes en dentelle. Officiellement, tout va pour le mieux dans le meilleur des royaumes. Un roi stoïque, un héritier irréprochable, et une famille unie autour de valeurs éternelles. Officieusement, c'est un tout autre spectacle, intrigue, règlement de compte, chantage feutré et manœuvres dignes de Shakespeare. Sauf qu'ici, le décor, c'est Buckingham Palace, et les acteurs portent de vrais titres. Dans ce reportage exclusif, nous revenons sur l'un des épisodes les plus embarrassants de la monarchie britannique moderne, l'affaire du prince Andrew, cet homme qu'on aurait aimé oublier, mais que le destin, ou plutôt les tabloïds, ramènent toujours sur le devant de la scène. Entre le roi Charles III, décidé à sauver la respectabilité de la couronne, et son frère cadet, prisonnier de ces scandales, le palais s'est transformé en champ de bataille diplomatique. Les apparences doivent être sauvées, coûte que coûte, même si cela implique de sacrifier un membre de la famille. Mais attention, derrière chaque sourire royal se cache une stratégie. Et derrière chaque silence, un secret d'État. Bienvenue sur UK Royal News, la chaîne qui décrypte le pouvoir, le vernis et les fissures du Royaume-Uni avec le ton que les autres n'osent pas adopter. Ici, pas de langue de bois, pas de révérence forcée. Nous analysons, décortiquons et dévoilons l'envers du décor royal et politique britannique. Si vous aimez les enquêtes documentées, les analyses tranchantes et les vérités que les palais préfèrent taire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Soutenez notre travail indépendant avec un super thanks, chaque geste aide à maintenir cette voie libre et sans filtre au cœur du royaume. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Car pour comprendre comment le roi Charles a décidé de réécrire les règles du jeu, il faut d'abord remonter à l'origine de la chute du prince Andrew. Partie 1. La disgrâce commence. Tout commence comme toujours à Buckingham, par un communiqué officiel, aussi froid et poli qu'un thé oublié. Le prince Andrew, dit-on, aurait décidé de lui-même de ne plus utiliser ses titres royaux. Ah, quelle noblesse! Quelle grandeur d'âme! Après avoir traîné l'image de la famille royale dans tous les tabloïds de la planète, voilà qu'il se découvre soudain une passion pour l'humilité. On aurait presque envie de l'applaudir, si tout cela ne sentait pas la mise en scène à plein nez. Car soyons honnêtes, Andrew qui renonce à ses titres par pure conscience morale, c'est un peu comme si Boris Johnson décidait de ne plus mentir, pour le bien du peuple. Ça sonne bien, mais ça ne trompe personne. Dans les couloirs du palais, on raconte que c'est Charles III en personne qui a soufflé l'idée, ou plutôt imposé la décision, d'une main ferme mais gantée de velours. Une conversation entre frères, paraît-il. Traduisez, un entretien d'urgence avec menace de bannissement à la clé. Charles, en bon roi gestionnaire de crise, a compris que la situation devenait intenable. Depuis des mois, le scandale Andrew engloutissait l'oxygène royal. Chaque sortie publique, chaque discours sur « le service du peuple » se voyait aussitôt parasité par la même question. Et votre frère, Majesté, il s'en sort avec son honneur. Le monarque n'en pouvait plus. Même les corgis du palais semblaient soupirer à l'évocation du nom d'Andrew. Le communiqué officiel, lui, parle de « sens du devoir », de « choix personnel mûrement réfléchi ». C'est presque poétique. On croirait lire une lettre de démission écrite par un service de communication en manque de sommeil. Dans cette fiction, Andrew se présente comme un homme d'honneur qui, par pure décence, choisit de s'effacer. Mais derrière la plume, on sent la main du roi, un message codé, façon Crown, je ne te punis pas, je t'offre une sortie digne. Le problème, c'est que le public n'est pas dupe. Pour le peuple britannique, Andrew n'est plus un prince, c'est un embarras national avec un accent aristocratique. Sa réputation, déjà broyée par l'affaire Epstein, continue de hanter les pages du Daily Mail. Et chaque nouvelle tentative de redevenir respectable ressemble à un sketch involontaire. Il dit vouloir servir la monarchie, mais il ne fait que la desservir avec constance, application et un certain talent dramatique. Charles, lui, n'a pas seulement agi en frère, il a agi en patron. Il a vu que le produit royal souffrait d'un défaut d'image et a décidé de couper la branche malade avant que tout l'arbre ne tombe. Une opération chirurgicale, propre, médiatique, nécessaire. On ne peut pas moderniser la couronne si elle traîne encore ses scandales d'époque victorienne. C'est la logique du roi entrepreneur. Mais dans cette monarchie, rien n'est jamais simple. Car en voulant restaurer la dignité de la couronne, Charles réactive malgré lui un vieux tabou, celui de la loyauté fraternelle. Derrière les murs dorés, on murmure qu'Andrew s'est senti trahi, traité comme un simple employé du palais. Il aurait confié à un proche, « Je pensais que le sang royal protégeait de tout. » Mauvaise nouvelle, Andrew.
même le sang bleu finit par tourner quand on le laisse trop longtemps à l'air libre. Et c'est là que tout devient fascinant. Sous la surface d'un geste noble, on devine la panique d'une institution qui se bat pour sa survie médiatique. Ce renoncement volontaire n'est pas un acte de grandeur, c'est un épisode de damage control royal, mis en scène pour calmer la tempête. Mais la monarchie britannique, c'est comme un service à thé fissuré, plus on tente de recoller les morceaux, plus on remarque les failles. Et dans le silence des salons de Buckingham, une question flotte encore. Combien de titres faudra-t-il retirer avant que la couronne retrouve un peu de crédibilité? Pendant que le communiqué d'Andrew circule et que les tabloïds s'enflamment, le palais, lui, retient son souffle. Car derrière cette apparente décision volontaire, se cache une véritable partie d'échec familial orchestrée par Charles III, désormais plus stratège que monarque. Le roi a compris que la couronne se joue aujourd'hui sur le terrain médiatique, moins une affaire de sang bleu que de gestion de réputation. Et dans cette partie-là, il n'y a pas de place pour les erreurs d'image. Les couloirs de Buckingham bruissent de rumeurs. Une réunion privée aurait eu lieu entre Charles et Andrew, un face-à-face aussi glacé que les plateaux d'argent du palais. Pas de cris, pas de drame, juste un roi qui fixe son frère et dit calmement « Il faut que tu t'effaces ». Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Et Andrew, fidèle à lui-même, aurait tenté une parade. Mais Charles, je rends mes titres pour le bien de la famille. Traduction. Il espérait sauver les apparences, sans vraiment perdre la face. Charles, pragmatique, n'a pas mordu à l'hameçon. Car pour lui, le temps du laxisme royal est terminé. Son règne, déjà fragilisé par la défiance publique et la fatigue post-Élisabeth II, devait se montrer impitoyable. Et si cela signifie sacrifier un frère, qu'il en soit ainsi. On raconte que même William aurait soufflé à son père, il faut tourner la page, avant que le passé ne devienne notre avenir. William, lisse et moderne, observe la chute d'Andrew comme une leçon de succession. Dans ce métier, l'image vaut plus que la loyauté. Mais le plus fascinant, c'est la double scène qui se joue. À l'extérieur, le palais vend l'histoire d'un prince responsable, un frère repentant. À l'intérieur, c'est une opération de nettoyage méthodique. Les titres disparaissent, les photos officielles se font rares, et les invitations aux grands événements se perdent mystérieusement dans le courrier royal. Andrew n'est pas exclu, non. Il est effacé lentement, comme une tache sur un portrait d'époque qu'on tente de restaurer sans abîmer le cadre. Les chroniqueurs du Daily Mail, eux, flairent le spectacle. Richard Eden parle d'une décision noble, Robert Hardman d'un acte de devoir. Mais derrière leurs mots polis, on sent l'ironie. Tous savent que cette soi-disant noblesse est surtout une question de communication. Andrew devient le bouc émissaire idéal. On le montre du doigt pour prouver que la monarchie, elle, reste vertueuse. C'est un peu comme jeter le thé froid par la fenêtre pour faire croire qu'on l'a bu. Et le public, dans tout ça, il savoure. Les Britanniques adorent leurs scandales royaux comme ils aiment leurs séries, un mélange d'élégance, de gêne et de déni collectif. Sur les réseaux, les mêmes explosent. Breaking news, Andrew renonce à ses titres, mais pas à ses privilèges. Certains se demandent même si Netflix ne prépare pas déjà un épisode spécial de The Crown intitulé The Honourless Duke. Mais au fond, la monarchie a besoin de ces drames. Sans eux, elle s'éteindrait dans l'indifférence. Chaque scandale devient une sorte de rappel d'existence. Regardez, on est toujours là, et on sait encore se ridiculiser avec style. Charles le sait mieux que quiconque. En sacrifiant Andrew, il envoie un message. Le roi agit, le roi nettoie, le roi contrôle. C'est la nouvelle devise officieuse du règne. Et pendant que les caméras s'attardent sur Andrew, William se frotte les mains. Lui, l'héritier immaculé, voit l'occasion de renforcer sa propre image, celle du futur roi sans scandale. Mais il devrait se méfier. Dans cette famille, la chute n'est jamais loin. Alors, pendant que Charles savoure son thé en se disant qu'il a rétabli l'ordre, une vérité plus ironique flotte dans l'air. À Buckingham, on ne résout pas les problèmes, on les enterre sous les tapis persans. Et si vous voulez creuser plus profond que les apparences, ne partez pas, abonnez-vous à UK Royal New. Parce qu'ici, on ne sert pas le thé, on le renverse. C'est ici que la tragédie tourne à la comédie. Car en voulant redorer la couronne, Charles a peut-être surtout poli le scandale. Officiellement, Andrew n'a plus de titre, plus d'honneur, plus de fonction. Officieusement, il reste là, dans les salons, dans les repas, dans les photos de famille qu'on recadre un peu trop. On a beau l'effacer des communiqués, il hante toujours les couloirs du palais, comme un souvenir gênant qu'on n'arrive pas à supprimer de l'album. Ce paradoxe, c'est tout le génie involontaire de la monarchie britannique. Plus elle cherche à cacher ses ombres, plus elles deviennent visibles. Andrew est censé être puni, mais il continue de bénéficier du confort royal, de la sécurité, et d'un train de vie que même un premier ministre n'oserait rêver. Banni,
Mais pas trop, c'est devenu la nouvelle spécialité du royaume. Et pour le public, c'est une farce à ciel ouvert. Les tabloïds en raffolent, le fantôme d'Andrew fait plus vendre que n'importe quelle visite diplomatique de Charles. Les chroniqueurs se disputent pour savoir s'il mérite une seconde chance, pendant que les internautes se demandent s'il paie encore son loyer à Windsor. Dans les pubs, on rigole, il a perdu ses titres, mais pas son argent de poche. C'est cruel, mais c'est anglais, l'humour comme arme contre l'hypocrisie. Ce qu'Andrew incarne, c'est le privilège sans la gloire. Il veut encore être perçu comme un homme d'honneur, mais il n'a plus d'honneur à offrir. Il veut servir la couronne, mais la couronne le cache sous le tapis rouge. Il dit vouloir tourner la page, mais continue de tenir le stylo. À force de contradictions, il est devenu la caricature même de ce qu'il voulait fuir, un noble inutile, embarrassant, suspendu entre deux mondes, celui du passé et celui du ridicule. Et dans cette pièce absurde, Charles joue un rôle risqué. Car plus il se montre ferme, plus il dévoile les fissures de son propre règne. Son autorité repose sur une fiction, l'idée qu'il contrôle encore quelque chose. Mais à l'heure des réseaux sociaux, la monarchie n'appartient plus au roi. Elle appartient à l'opinion publique, à ces millions de Britanniques qui font et défont les réputations à coups de hashtag et de mèmes. On se croirait dans une saison tardive de The Crown, quand le glamour s'est épuisé et qu'il ne reste plus que des personnages fatigués, prisonniers de leur image. Andrew est le bouffon triste, Charles le roi gestionnaire, William l'héritier trop propre pour être honnête. Et tout ce petit monde continue de jouer la comédie, comme si le monde entier ne voyait pas les ficelles. Le plus ironique, en voulant punir Andrew pour protéger la monarchie, Charles lui a offert une nouvelle forme de célébrité. L'homme qu'on voulait faire taire est redevenu un sujet de conversation permanent. Il est devenu le symbole même du privilège impuni, la preuve vivante que dans cette institution, on peut tout perdre sauf sa place à table. Et au fond, c'est peut-être ça, le vrai piège royal, croire qu'on peut laver la couronne sans se mouiller les mains. Car à chaque scandale, la monarchie s'acharne à préserver son éclat. Mais c'est toujours le même reflet qu'on voit dans le miroir, un empire du paraître, fragile, comique et terriblement humain. Sous la couronne, il n'y a pas seulement des joyaux, il y a des cicatrices, du vernis craqué, et une facture médiatique en or massif. Cette affaire Andrew, si grotesque soit-elle, révèle quelque chose de fondamental sur la monarchie moderne. Elle n'est plus une institution de pouvoir, mais une entreprise d'image. Ce n'est pas la morale qui guide ses décisions, mais la peur du mauvais titre, du mauvais cadrage, du mauvais buzz. Le roi Charles III n'a pas puni son frère pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fait paraître. Dans un monde où la réputation vaut plus que la vérité, le crime n'est pas la faute, mais la honte qu'elle engendre. Charles, pourtant, s'était promis d'être le roi du renouveau. Un monarque sobre, proche du peuple, moderne. Des mots qui sonnent bien sur papier glacé, jusqu'à ce que le passé se rappelle à lui sous les traits d'un frère encombrant. Le problème, c'est que la monarchie n'a pas changé. Elle fonctionne toujours selon les mêmes réflexes victoriens étouffés, déplacés, effacés. La transparence, oui, mais seulement quand la lumière tombe du bon côté. Dans les bureaux du palais, on parle de protéger l'institution. Traduction, préserver la façade. Andrew devient alors un sacrifice symbolique, un message subliminal envoyé au peuple. Regardez, nous aussi, nous savons punir les nôtres. Mais tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une punition. C'est un arrangement, une mise en scène pour sauver la marque royale. Et dans cette mise en scène, le roi joue le rôle du père sévère, l'opinion publique celui du juge, et Andrew celui du vilain petit canard, doré à la feuille. Pendant ce temps, les princesses Béatrice et Eugénie, ses filles, naviguent entre le silence et le malaise. Elles continuent d'être invitées à certains événements, mais toujours avec un flou artistique dans les communiqués, les nièces de Sa Majesté, jamais les filles d'Andrew. Le sang royal se transmet, mais la honte, elle, colle. Ces jeunes femmes paient le prix d'un nom devenu tabou. Elles incarnent cette génération coincée entre l'aristocratie et la télé-réalité, forcée de sourire pendant que le monde commente leurs origines. Et Charles, dans tout ça, il avance avec prudence, persuadé d'avoir pris la bonne décision. Mais son règne en sort plus nu qu'il ne le croit. Car à force de vouloir se montrer ferme et moderne, il expose la fragilité même du système qu'il prétend réformer. La monarchie britannique, en 2025, ressemble à un théâtre dont le rideau ne se ferme jamais. Les acteurs changent, les intrigues se répètent, mais le décor reste le même, celui d'une élite obsédée par son reflet. Cette affaire révèle surtout un paradoxe. La monarchie veut incarner la continuité dans un monde en mouvement. Mais chaque scandale la rend plus anachronique. Elle prétend représenter la stabilité, alors qu'elle n'est qu'un feuilleton permanent, rythmé par les confessions, les fuites, les interviews exclusives. Ce n'est plus une institution, c'est une série dont personne ne sait quand elle s'arrêtera.
Au fond, Andrew n'est pas la cause du malaise royal. Il en est le symptôme le plus évident. Un produit d'un système où le privilège est héréditaire, mais la responsabilité optionnelle. Et tant que la couronne cherchera à se sauver par la communication plutôt que par la vérité, elle restera piégée dans ce cercle vicieux. Une monarchie qui prétend régner sur l'image, mais qui finit toujours dominée par elle. Dans les salons de Buckingham, on murmure que le calme est revenu. Mais c'est un calme trompeur, le genre de silence qu'on entend avant que les rideaux ne s'ouvrent à nouveau pour un nouvel acte. Et quelque part, dans ce grand théâtre royal, on sait déjà que le prochain scandale n'est qu'une question de temps. Alors, Andrew est-il puni? Ou simplement reclassé dans la catégorie dommages collatéraux du règne Charles III? À Buckingham, on ne renvoie pas les brebis galeuses. On les tond, puis on les range dans un tiroir à scandale. Et pendant que Charles sirote son thé en se félicitant d'avoir restauré la dignité royale. Une question persiste. Peut-on vraiment être un roi moderne quand on dirige une famille coincée dans un feuilleton d'époque? Abonnez-vous à UK Royal New, et promettez-le, si un jour vous rendez vos titres, faites-le au moins avec plus de panache qu'Andrew. Parce qu'ici, même sans couronne, on garde toujours le sens du drame.